Nous sommes en 2015. C'est soir de première au Festival de Cannes. Un réalisateur japonais et ses 4 comédiennes vont monter les marches de la Croisette pour présenter leur plus récent film. Même si ce n'est pas une première fois pour lui, il est nerveux. Il espère que sa nouvelle histoire sera appréciée. À 10 000 km de là, une femme regarde l'événement à la télévision. Dans son cœur, elle sourit. C'est son histoire qui sera racontée en France ce soir-là. Son histoire qu'elle a dessinée depuis des années. Kamakura Diary est une manga josei d'Akemi Yoshida qui a été publié de façon intermittente entre 2006 et 2018 dans Monthly Flowers. La série nous présente la vie des sœurs Sashi, Yoshino et Chika Koda qui vivent ensemble dans leur maison familiale située à Kamakura, une petite ville côtière japonaise au sud-ouest de Tokyo. Elles ont hérité de la maison lorsque leur père, un peu plus de 15 ans auparavant, a quitté leur famille avec sa maîtresse et que leur mère, instable psychologiquement, les a aussi abandonnés quelques années plus tard. Apprenant la mort de leur père, elles se rendent à ses funérailles. Elles y font la rencontre de Suzu, leur demi-sœur, une adolescente froide et renfermée. Sur un coup de tête, elle lui propose de venir vivre avec elle. Et étonnamment, elle accepte immédiatement. Suzu devra alors s'intégrer dans une nouvelle ville, s'intégrer dans une nouvelle école et s'intégrer dans une nouvelle famille. Akemi Yoshida n'est pas le nom le plus célèbre de l'histoire des mangas, mais elle a su en 40 ans de carrière proposer des titres respectés. Bercée par les œuvres de Ryoko Kida, de Keiko Takamiya, de Moto Akiyo et de Miyako Maki, et après ses études à l'université d'art Musashino à Tokyo, elle s'est fait remarquer en 1977 avec son histoire courte Soto Fujiki na Ketsukunen, publiée dans la revue Besasu Shoujo Comics, mensuel dans lequel elle publiera presque toutes ses œuvres. California Monogatari en 1978 et Kitsu Tanyo en 1983 vont confirmer sa place parmi les mangaka à succès. Mais c'est en 1985, avec Banana Fish, qu'elle va signer son œuvre la plus connue et son plus gros succès commercial, tant au Japon qu'en Occident. Elle, qui était reconnue pour ses œuvres douces dépeignant le quotidien des adolescentes et des jeunes adultes, va signer ici un thriller politique urbain amenant les lecteurs dans les plus bas-fonds des villes du Japon et d'Amérique. Très inspirée par le travail de Katsuro Otomo, elle voulait raconter sa propre vision de la jeunesse rebelle dans un décor typique des années 80, tout en fluo et en superficialité. Revenant par la suite à des œuvres plus romantiques ou historiques, c'est en 2007 qu'elle va commencer Kamakura Diary, son œuvre la plus acclamée artistiquement. La pureté et le réalisme des traits dans les mangas de Yoshida forment sa marque de commerce. Les personnages sont dessinés de façon simple et sans superflu pour laisser toute la place aux expressions des visages et à l'esthétisme des décors. L'action se passe dans le vrai Kamakura, dans ses vrais décors, dans ses vraies rues, dans ses vrais temples et dans les mêmes stations de train. L'univers dans lequel évoluent les 4 sœurs est celui dans lequel vivent les vrais habitants de Kamakura et des autres paysages que nous fait visiter la manga. Il y a un véritable travail de recherche et de documentation de la part de Yoshida pour donner vie à l'univers de son manga. Étant née et ayant grandi au cœur de Tokyo, il est probable qu'elle ait visité la ville en vacances ou en quête de la fraîcheur du bord de mer. La série s'attarde sur la vie du quotidien.
Les petits rituels que nous faisons tous les jours sans le réaliser. Notre routine au travail ou à l'école. Toutes ces conversations que nous avons entre collègues en apparence sans importance, mais très intimes en réalité. De nos rapports entre tous et chacun. En commençant par les rapports entre les 4 sœurs. Suzu qui se construit une nouvelle famille et un nouveau monde. Shika, la cadette, qui, à 19 ans, n'est plus une adolescente, mais n'est pas encore totalement une adulte. Yoshino, dans la jeune vingtaine, qui, bien qu'adulte, n'a pas encore totalement assumé toutes ses responsabilités. Et l'aînée Saji, début trentaine, qui est à la fois l'adulte responsable de la maison, la grande sœur et la mère de substitution. Elles vont tous grandir et évoluer au fur et à mesure du récit. Et entourant les sœurs, tous les habitants de Kamakura sont centraux. Que ce soit les compagnons d'école et de foot de Suzu, leurs collègues de travail, les parents d'élèves et les employés des restaurants et cafés qu'elles fréquentent. Je ne vais pas les énumérer un par un, mais chacun verra son existence évoluer et croiser celui des sœurs. Toujours est-il que Yoshida, au final, questionne ce qu'est une famille et qu'est-ce qui lie les individus entre eux. Dans un Japon où le sens de la famille et du clan est plus que simplement important, mais indissociable de l'existence, elle montre que le concept de famille peut être très large. Oui, la famille, c'est le lien du sang. Mais aussi le lien de l'amitié, le lien de l'amour, le lien des épreuves et le lien du temps. La série est remplie de familles désirées par une maîtresse, des enfants illégitimes et des trahisons. Et pourtant, l'amour est ce qui lie chacun. Pour accompagner ce ton très réaliste et sensible, Yoshida n'hésite pas à utiliser les codes visuels particuliers des mangas pour alléger l'atmosphère par des moments plus drôles et légers. C'est un décalage qui peut ne pas plaire à certains, mais qui, à mon sens, permet de mieux apprécier les moments de calme et de drame. Tout réaliste que reste l'œuvre, c'est une manga, un format conçu pour être lu dans le train, entre la maison et l'école ou le travail. Je l'ai dit, si Banana Fish reste l'œuvre la plus connue de Yoshida, Kamakura Diary est celle qui a remporté le plus de succès critique et de prix. Ce n'est pourtant pas ce succès critique qui a poussé Hirokazu Koreeda à vouloir l'adapter en film. Tous est ému par les thèmes du manga, la famille, la mort, les liens entre les gens, les figures absentes, les enfants abandonnés. Il en voyait clairement le potentiel pour s'inscrire dans sa démarche artistique. Car en 2014, au moment de faire le film, Koreeda était déjà un des réalisateurs japonais et mondiaux les plus en vue. Après des premiers films qui lui ont permis de mettre en place son style et ses thèmes, ainsi que de parcourir les grands festivals mondiaux de cinéma, c'est en 2011, avec Tel Père, Tel Fils et son prix du jury à Cannes, qu'il a vraiment ouvert les yeux du monde sur son talent, avant de le confirmer en 2018 avec Une histoire de famille, avec sa Palme d'Or et sa présence aux Oscars. Notre petite sœur lui a permis de faire le pont entre les deux. L'histoire du film est la même que dans la manga. Apprenant la mort de leur père, 3 sœurs se rendent à ses funérailles. Sur place, elles rencontrent leur demi-sœur. Au moment de la quitter, elle lui propose de venir habiter chez elle, ce qu'elle accepte. Elle découvrira alors sa nouvelle famille. Le film de Koreeda est fidèle à l'histoire et au déroulé du manga. Mais ça ne signifie pas qu'il n'a pas procédé à un réel travail d'adaptation. Le principal point est que si la manga narrait l'histoire de la ville et de ses habitants, en passant par les 4 sœurs, le film se concentre essentiellement sur les sœurs. Elles sont le cœur du film. Cela se ressent même dans les titres. Si en japonais les 2 œuvres se nomment Imemachi Diary,
journal ou histoire de ville côtière, afin de conserver la filiation avec la version papier, les producteurs ont choisi comme titre international Notre petite sœur, ce qui déjà recentre l'angle sur la famille Koda. Tout passe par le vécu des sœurs. Toute l'histoire de la maladie de Tadayuya et de l'impact important que cela a sur l'intégration de Suzu a été enlevée. Le personnage en entier a été enlevé. Tous les rapports complexes et les œufs d'héritage de la famille des sœurs ont été enlevés. Toutes les histoires secondaires et les personnages secondaires ont été enlevés ou beaucoup simplifiés. Même les histoires d'amour complexes des sœurs ont été énormément simplifiées. Il ne reste que les liens familiaux et les liens qui unissent les 4 sœurs à certains membres de la communauté. Et ces choix n'ont pas été motivés par le rythme irrégulier de la publication des mangas. Au moment de l'écriture du scénario, l'été-automne 2013, les 20 premiers chapitres avaient été publiés, ce qui est largement plus loin que les événements que j'ai cités. Ce sont des choix volontaires et conscients de la part de Koreeda. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas pertinents. Koreeda s'est approprié l'histoire et l'a modelée à son style et à ses préoccupations. Depuis le début de sa carrière, Koreeda est considéré tant au Japon qu'à l'international comme le fils ou plutôt petit-fils spirituel de grands réalisateurs comme Yasujiro Uju et Mikio Naruse. Cinéastes reconnus pour leur style épuré et leur talent à filmer le quotidien du Japon populaire, du Japon de la classe ouvrière, du Japon ordinaire. Bien qu'il ne renie pas cette affiliation, Koreeda s'associe plutôt à des réalisateurs plus récents, particulièrement Nagisa Oshima et Ken Loach. Des réalisateurs dont il admire le talent à capter l'essence des classes laborieuses, des citoyens ordinaires et le traitement qu'ils font de l'enfance face au monde qui l'entoure. Et c'est exactement ce qu'il dépeint dans Notre petite sœur. Il pose sa caméra sur les moments du quotidien entre sœurs, dans tous les gestes et les actions que nous exécutons durant une journée. Et par ces actions, nous tissons tous nos liens de nos vies privées, familiales et professionnelles. Tout a été fait pour que ces liens soient visibles à l'écran. Y compris demander aux comédiennes d'habiter ensemble dans la maison plusieurs semaines avant le tournage, de cuisiner ensemble, de dormir ensemble, de passer du temps ensemble. La scène où elle répare une porte coulissante a été entièrement improvisée et est le fruit de ce temps qu'elles ont passé ensemble. Comme pour la manga, les paysages, lieux et environnements sont ceux de Kamakura. La plage de Kamakura Zemokusha, le port de Kosogoe, le temple de Samon, la ligne d'Enoshima, et bien d'autres. C'est un voyage au cœur d'une petite ville côtière qui nous propose avec tout ce qui fait ses charmes. Si les personnages et l'environnement sont fidèles à ce que la manga proposait, certains éléments s'en diffèrent. Par exemple, Lenesashi, qui est infirmière, entretient une liaison adultère avec un médecin. Dans la manga, c'est un élément central du personnage qui entretient un parallèle avec son propre père, mais aussi coupable d'adultère. Elle ressent en elle cette culpabilité et cette honte de répéter le même schéma de son père qui a fait tant de mal à sa famille. Mais elle aime cet homme et veut être avec lui. On peut supposer que ça a dû jouer quand elle a proposé à Suzu, le fruit de l'adultère de son père, de venir vivre avec elle. Elle sent le cycle se répéter et ne sait pas si elle veut le combattre ou y succomber. C'est présent dans le film, mais Koreeda y insiste beaucoup moins. C'est une situation qui les satisfait sans plus. Puis nous passons à autre chose. Dans la manga,
Nous sentons vraiment Saci accroché à l'espoir que son beau médecin quitte sa femme, ou du moins que sa femme malade meure, pour être ensuite avec elle, en sachant que ça n'arrivera probablement jamais. Se dit médecin entretenant ce flou pour se satisfaire de garder son honneur en public et d'avoir une belle femme à son service en privé. Lorsqu'il lui propose de partir avec elle à Boston, il est clair que ça ne serait qu'une parenthèse sans lendemain à son retour au Japon. Dans le film, tout cela est abordé de façon superficielle et sans conséquence, alors que c'est au cœur de la psychologie de Saci et au cœur de ses rapports avec les autres. Le personnage de Suzu me laisse également songeur. Si nous prenons sa version filmée, sans tenir compte du manga, c'est une adolescente ordinaire, un peu timide et qui découvre une nouvelle vie. Un personnage classique et efficace. Mais comparé à la Suzu de la manga, quelque chose ne fonctionne pas. Suzu est plus qu'une simple adolescente timide et impassible. C'est une adolescente qui a grandi en perdant rapidement sa mère, qui s'est retrouvée dans une belle famille qui n'était pas la sienne et où elle n'avait pas sa place. Tout ce qu'elle avait était de rares moments seuls avec son père. Ce même père qui meurt, la laissant seule dans une famille pour qui elle ne ressent rien. Elle rencontre alors ses demi-sœurs qui l'accueillent et l'acceptent chez elle. Elle qui est le fruit de la femme qui a détruit leur famille. Elle se construit une nouvelle place, une nouvelle vie, une nouvelle famille, tout en portant au fond d'elle cette culpabilité. Encore une fois, c'est présent dans le film, mais traité de façon rapide et superficielle. Jamais nous ne sentons ce poids sur ses épaules. Du moins, de façon aussi claire que dans la manga. Son évolution est bien moins marquée. La manga traite énormément de la conception japonaise que chaque individu porte sur lui, l'ensemble des responsabilités, des actions des autres membres de sa famille. Plusieurs personnages, en commençant par Suzu, sont victimes de la perception et des préjugés de personnes plus conservatrices qui les rendent responsables des actes de leurs parents. Ce que des personnes comme les sœurs Koda réfutent et considèrent que chaque individu est libre de se développer comme bon lui semble, indépendamment des gestes de ses parents. C'est la thèse centrale de Yoshida. Koreeda en parle en faisant même le cœur de quelques scènes, mais n'insiste pas dessus, en faisant plus le socle entre les idées opposées de personnages forts et non pas le moteur psychologique de personnages. Mais cela n'enlève rien à toutes les qualités du film, à ses images magnifiques, à son rythme parfait, à sa direction photo impeccable, à sa distribution incroyable. Et ça n'a pas empêché le film de faire les plus grands festivals. Ni de gagner son lot de prix. Ce n'est qu'une autre vision des liens qui unissent cette famille. Car qu'importe les liens, qu'importe nos histoires et qu'importe les poids que nous portons sur nos épaules, nous avons tous des familles autour de nous, avec qui nous avons des conflits et avec qui nous nous déchirons, mais aussi avec qui nous nous construisons de beaux souvenirs et à qui nous portons un amour pur. Arigato.